Voilà, mesdames, messieurs, je suis très honoré d'ouvrir cette nouvelle séance des Mardis de la Mer en tant que recteur de l'Institut catholique. Le cycle des Mardis de la Mer revient, c'est comme les marées, chaque année, régulièrement ça revient, et c'est pour une 22e année, avec un riche programme à nouveau, de 10 conférences qui vont accueillir des personnalités maritimes engagées pour s'interroger sur une notion déterminante aujourd'hui, l'avenir de la mer, la mer, avenir de la terre, une question qui touche tout autant à des questions environnementales qu'à des questions économiques, sociales, politiques, stratégiques et militaires. Donc un programme très riche, évidemment. Ce cycle de conférences est organisé par le Centre d'études de la mer de la Faculté des Lettres et s'adresse tout particulièrement, mais pas uniquement, aux étudiants du département d'histoire au sein de l'Institut catholique de Paris, en collaboration avec notre partenaire de longue date, l'Institut français de la mer. Je remercie tout particulièrement le professeur Christian Buchet, professeur en histoire maritime à l'Institut catholique de Paris, directeur du Centre d'études de la mer, Monsieur Eudes Riblier, président de l'Institut français de la mer, ainsi que tous les collègues qui permettent l'organisation de ce cycle de conférences. Élise Pietrobon, Inès Constantin notamment, ainsi que tous les collègues de la DSIN qui permettent la diffusion en direct des conférences, puisque nous avons aussi tout un public à distance. Je remercie également tout particulièrement notre premier invité pour cette nouvelle année 2025-2026, qui nous fait donc l'honneur d'ouvrir ce nouveau cycle, Madame la députée Catherine Chabot, qui est aussi une sportive accomplie, coureuse au large, journaliste, députée européenne donc, et présidente du Yacht Club de France. Voilà, bienvenue Madame, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition des Mardis de la Mer. Merci Monseigneur pour votre venue, pour ce mot introductif. Merci bien sûr à Catherine Chabot et merci à chacun d'être là, tant en présentiel qu'en distanciel. Donc on est content d'ouvrir cette 22e année des Mardis de la Mer. Donc c'est vrai que ça fait une sacrée cohorte d'intervenants depuis pas mal d'années avec beaucoup de vedettes, y compris parfois des vedettes politiques dont on parle beaucoup en ce moment. Alors nous allons avoir bien sûr une variété. On aborde tous les thèmes, vous le savez. On aura 10 sessions cette année, 5 au premier semestre, 5 au second. Alors je suis particulièrement heureux. On avait un peu devancé les choses, on n'était pas sûr d'avoir une ministre, on avait l'accord de principe de Mme Pannier-Runacher, mais les choses ont évolué politiquement. Et donc on est très heureuse, ma chère Catherine, que ce soit toi. C'est toi d'ailleurs qui avais ouvert en 2019, me disait eux à l'instant, les Mardis de la Mer, donc c'est bien effectivement que tu sois là. Pour parler un peu de tout ce que tu as fait, c'est aussi pour nous une manière de rendre hommage au travail incroyable que tu as fait. Eudes, le président de l'Institut français de la mer, va te présenter. Tu as commencé, bien sûr, par la course au large, mais tu as tellement fait depuis, tant dans le cadre public, à travers la barre que tu as tenue des activités maritimes, qu'à travers ton implication très forte dans le cadre des Mardis de la Mer, que tout ce que tu fais depuis de si longues années, je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est vu pour la première fois, mais ça remonte quand même pour l'environnement marin. Oh, c'était avant le Grenelle, donc ça se dit plus, ça doit être au siècle dernier finalement. Donc vraiment, on est très 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 heureux que tu sois là et que tu puisses ouvrir ce nouveau cycle. Alors, Eudes Riblier, qui te connaît bien aussi, va sans doute te présenter de manière particulièrement personnalisée comme il le fait toujours. En tous les cas, merci de ta présence. Eh bien, puisqu'on est déjà au remerciement, avant même de commencer, moi aussi, au nom de l'Institut français de la mer, je voudrais remercier l'Institut catholique pour cette magnifique coopération que nous avons depuis effectivement 22 ans. Et puis, vous remercier tous de votre présence parce que voir cet amphi plein session après session, c'est un vrai bonheur. Ça répond véritablement à l'objectif que nous avons à l'IFM de faire connaître et aimer la mer aux Français. Donc, c'est une grande joie de vous avoir aussi nombreux ici et puis d'avoir 50, 60, 80 auditeurs distants très régulièrement et parfois même un peu plus. Alors, chère Catherine, l'océan, je crois qu'on peut dire que c'est la respiration de toute ta vie.
Tu vas nous la partager ce soir et c'est d'une telle richesse que je tente tout de même d'en dire quelques-unes des principales étapes avant que tu nous les développes. Il faut savoir répéter les choses quand elles sont aussi riches pour qu'elles soient un peu assimilées. La mer, tu t'y plonges tôt, en vacances à Perros-Guirec. La découverte de l'extraordinaire beauté de la biodiversité. C'est pas à Perros ? Roscoff. À Roscoff, pardon, je me trompe, quelques kilomètres. La découverte de l'extraordinaire beauté de la biodiversité marine dans un site exceptionnel, ta vocation naît là. Et puis tu commences à naviguer. Pendant tes études en maths appliquées à Dauphine, avec quelques amis, vous voulez vous inscrire à la course de l'EDEC. On vous refuse l'inscription, alors vous créez le SPI Dauphine. C'est un raccourci aussi. Après Dauphine, tu fais l'Institut pratique du journalisme et ce sera ton métier pendant 20 ans, avec des collaborations avec des magazines de voile bien sûr, avec Europe 1, avec Europe 2, avec Thalassa dont tu es rédactrice en chef. Et tu mènes une carrière de navigatrice avec la Solitaire du Figaro, la Mini Transat, la Transat anglaise, la Course du Rhum, 2 Vendée Globe. Tu es ainsi la première femme à boucler le tour du monde sans escale et sans assistance en course. Et ta passion pour la mer te conduit à t'engager pour la protéger. Il y a 15 ans, tu es très active lors du Grenelle de la mer dont tu pilotes un des groupes de travail. Tu y découvres toute l'étendue de la communauté maritime, dans toute sa diversité, mais aussi dans toutes les passions partagées de l'océan. De 2010 à 2015, tu es membre du Conseil économique, social et environnemental. Tu animes des réflexions, organises une conférence internationale sur la haute mer et lances un appel sur la haute mer. Tu lances des projets et des organisations pour aider à la prise de conscience de l'importance de l'océan pour la vie et de notre responsabilité individuelle et collective. Tu tentes de faire bouger plus vite les choses dans la complexe machine de l'État en étant de 2015 à 2017 délégué à la mer et au littoral auprès de la ministre chargée de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et en coordonnant la politique maritime du ministère. Tu quittes ce poste, tu traverses l'Atlantique à la voile et tu en reviens avec une conviction. Tu dois t'engager encore plus pour la sauvegarde de l'océan. Ce sera, entre autres, l'appel pour l'océan bien commun de l'humanité, une aventure au long cours à laquelle l'IFM est fier d'avoir apporté et de continuer à apporter sa pierre. Pour porter cet appel, pour porter tes convictions le plus largement possible, tu acceptes de t'engager en politique. Tu es élue députée européenne et tu es au Parlement une des voix de l'océan. Tu ne lâches rien. Tu cherches inlassablement à partager tes convictions sur l'indispensable préservation et régénération de l'océan, sur la nécessité d'un pacte européen pour l'océan. Ce pacte est là, tu peux quitter ce mandat pour ouvrir une nouvelle page. Dans celle-ci, tu es responsable désormais du Yacht Club de France, creuset historique de la plaisance et donc de la pratique des sports nautiques dans notre pays. Merci d'être là ce soir, Catherine. Je préfère. Monseigneur et cher Christian, voilà Madame la doyenne et cher Eudes, chers amis de l'Académie de Marine, parce que tu l'as pas dit aussi depuis 1 an, je suis devenue vice-présidente de l'Institut français de la mer, mais aussi je suis rentrée à l'Académie de Marine, dont je salue mes confrères qui sont ici présents. Autrefois, j'ai aussi siégé, n'est-ce pas, monsieur l'ancien président, au conseil d'administration du Musée national de la marine. Je suis membre aussi de la réserve citoyenne de la marine, etc. etc. J'en oublie, je suis aussi cofondatrice de la plateforme Océan et Climat. Avant de vous parler de ce parcours, mais aussi de vous expliquer, parce qu'en fait, je pense que je commence à avoir un âge non pas canonique, hein, je suis encore une jeune femme aujourd'hui, mais j'ai quand même un parcours derrière moi. Il y a beaucoup de jeunes, il y a toujours beaucoup de jeunes. Je suis toujours impressionnée par le public de la Cato, Christian, le public des Mardis de la Mer, qui est, on va dire, très contrasté. Il y a toujours des jeunes, des moins jeunes, et j'aime beaucoup ce côté intergénérationnel de l'auditoire. Donc avant de vous parler de ce parcours, je vous partage une vidéo que j'ai réalisée avant de quitter les bancs du Parlement européen sur les enjeux maritimes pour l'Europe, et une vidéo qui vous partage un petit peu à la fois mes convictions, mais aussi un peu de mon parcours. Donc ce que je vous propose, ça dure 9 minutes, c'est que nous allions peut-être, de nous installer sur les... Voilà, sur les sièges, et je poursuivrai après la vidéo. Merci.
L'océan est un trésor pour l'humanité. Depuis plus de 20 ans, j'alerte avec d'autres sur l'urgence de le respecter. Je suis devenue députée européenne dans le but d'engager sa régénération. Aujourd'hui, si je me félicite des avancées, je m'impatiente de la lenteur de nos réponses. Il est temps d'accélérer. Je m'appelle Catherine Chabot, j'ai été journaliste, navigatrice, eurodéputée, mais depuis toujours, mon cœur est marin. Quand je prends le large, je me connecte au pouls de l'océan, m'aligne à ses courants, vis selon ses atmosphères. En 60 ans, mon cœur n'a cessé de battre au rythme de la mer. Émerveillée par sa beauté, j'ai souffert en constatant impuissante les dégâts de nos actions sur Terre. J'ai espéré en rencontrant tous les acteurs qui développent des solutions pour la protéger. Je vis avec l'océan comme on vit avec un proche que l'on aime et que l'on ne veut pas voir souffrir. Et ce proche, c'est le mien, mais c'est aussi le vôtre. Car si j'ai bien compris une chose, c'est que l'océan est notre avenir et notre bien commun à tous. Je suis la première femme à avoir terminé une course autour du monde à la voile, en solitaire et sans escale. De mes 2 Vendée Globe, de mes 15 traversées de l'Atlantique et de mes navigations autour de l'Europe, je tire un constat simple, il n'y a qu'un seul océan, global et continu. L'océan est le poumon de notre planète. Le grand courant qui le parcourt est le moteur de la machine climatique. Grâce à sa dynamique et à la formidable biodiversité qu'il habite, l'océan séquestre le carbone et fournit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Depuis le début de l'ère industrielle, il a stocké plus de 90% de la chaleur due à nos émissions. Ma passion de la mer est née enfant, dans les laminaires de la pointe de la Bretagne. Je suivais mon père en plongée. J'explorais cet univers ahurissant fait de canyons et de forêts, de poissons et de particules en suspension. Je sais aujourd'hui que ces grandes algues, comme les mangroves ou les herbiers, séquestrent plus de carbone que les forêts terrestres. Avec les récifs coralliens, cette biodiversité marine rend des services écosystémiques indispensables à l'humanité. Elle abrite les nurseries de poissons, protège les littoraux et fait vivre les communautés côtières. Depuis l'accord de Paris, l'océan a pris une vraie place dans les négociations climatiques. Mais l'urgence à réduire nos émissions est toujours là, car l'océan brûle, s'acidifie et perd son oxygène. La fonte des glaces et la dilatation de l'océan élèvent le niveau de la mer. Les coraux meurent, des espèces migrent ou disparaissent. La circulation des grands courants océaniques est bouleversée. À l'échelle de ma vie de marin, j'ai réellement constaté une augmentation en fréquence et en intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. En 1991, quand j'ai traversé l'Atlantique, j'ai vu pour la première fois du plastique flotter au beau milieu de la mer. Depuis, l'hémorragie est exponentielle. L'océan est le réceptacle de nos déchets et de nos pollutions diffuses, émanant de nos terres, mais aussi de nos pharmacies ou de nos usines. Nous vivons depuis toujours sur et avec l'océan. Il nous nourrit, transporte nos marchandises et nos communications Internet. Depuis 50 ans, nous pompons le pétrole et le gaz de son sous-sol et tirons désormais parti de son inépuisable énergie. Nous lorgnons les ressources minérales de ces grands fonds qui permettraient de fabriquer nos batteries et brevetons déjà ces ressources génétiques pour des médicaments ou des cosmétiques. Mon cri de marin n'a pas vocation à culpabiliser. Au contraire, collectivement, nous pouvons inverser la tendance si la régénération se place au cœur de nos activités. L'Europe a un rôle crucial à jouer, car elle est présente dans toutes les régions océaniques du globe, grâce à ses outre-mer, et constitue le premier espace maritime au monde. Mais pour cela, il est fondamental de cesser de traiter les sujets en silo. Comme disent les marins, nous devons faire équipage. Le cadre législatif se construit pour engager l'humanité dans une économie plus sobre et circulaire. Mais au cœur du pacte vert, il nous faut un véritable pacte bleu qui intègre les enjeux géopolitiques. L'océan est aussi le théâtre de tensions dues à la piraterie, au partage des espaces ou aux drames liés aux migrations de population. Les réponses à ces multiples défis viendront aussi de l'océan. Des solutions émergent, mais ont besoin d'être accélérées. Il nous faut par exemple remettre des voiles sur les cargos pour décarboner le transport maritime, à l'image de Canopée qui transporte les pièces de la fusée Ariane 6 et dont les ailes réduisent la consommation de carburant. Un projet 100% européen qui doit nous inciter à relancer la construction navale européenne. Elle offrirait plus d'autonomie stratégique et de souveraineté au continent.
Je suis convaincue qu'il ne faut pas se contenter de réduire nos impacts, mais favoriser les synergies entre les acteurs, rechercher les co-bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. C'est l'essence même de la politique maritime intégrée. Par exemple, les champs d'éoliennes offshore doivent être conçus en coopération avec les pêcheurs, les aquaculteurs et les scientifiques pour favoriser la régénération de la biodiversité. L'action de l'Union européenne ne se limite pas à nos eaux territoriales. Nous pouvons soutenir les communautés côtières des pays en développement, véritables gardiens des mangroves et des récifs coralliens. Les aires marines protégées que nous créons sur les littoraux et celles qui verront bientôt le jour en haute mer sont un pas essentiel à la protection de l'océan. Ces zones protégées ne doivent pas faire peur aux pêcheurs, car elles sont l'assurance vie de leur profession. Mais elles ne suffiront pas à préserver la ressource. Non seulement il faut lutter contre la pêche illégale, mais il faut aller vers une pêche écologique comme le proposent les scientifiques, décarboner les navires, réduire leur taille, pêcher les poissons à l'âge adulte, élargir les mailles des filets, en finir avec le chalutage de fond. Il faut oser la rupture, accompagner les pêcheurs et mobiliser la responsabilité des consommateurs qui, eux aussi, ont leur rôle à jouer. Nous devons aussi appréhender l'océan comme le moteur du grand cycle de l'eau qui le lie aux mers et aux rivières. C'est ce que rappelle la mission Océan du programme Horizon Europe, qui demande à resserrer le lien terre-mer de nos politiques publiques bien trop en silo. Ce lien terre-mer, nous l'avons expérimenté avec le projet Blueprint de l'initiative Océan Bien Commun sur un espace littoral du sud de la Bretagne. Nous avons relié les acteurs, des citoyens à la collectivité, autour de la réduction des pollutions et de la régénération des bassins versants du territoire. Un projet pilote modeste, mais qui en inspire déjà d'autres. Pour répondre à l'urgence d'agir pour l'océan, l'Europe doit continuer à soutenir la science. Nous ne connaissons que 5% de cet océan qui nous fait vivre et représente pourtant 71% de la surface de la planète. Il nous faut comprendre les espèces, les écosystèmes, leurs réponses à toutes les pressions. Ces données sont essentielles pour orienter les politiques publiques et les rendre plus cohérentes et efficientes. Je crois en la nécessité de créer un panel international interdisciplinaire pour un océan durable qui pourra mieux éclairer les politiques comme le fait le GIEC depuis 2 décennies. J'attends avec impatience ce jumeau numérique de l'océan qui devrait le modéliser grâce aux données collectées. Et je m'enthousiasme de la contribution des marins qui embarquent des appareils de mesure, immergent des capteurs océanographiques. Et je soutiens le projet Plancton Planète de collecte du plancton, embarqué notamment par la Marine nationale ou par l'explorateur Jean-Louis Etienne. Je soutiens plus généralement les expéditions comme celle de Polarpod et de la Fondation Tara, car elles participent aussi à faire rêver, aimer et comprendre. Je veux rester optimiste. Le récent traité sur la haute mer, les négociations internationales sur le climat ou la biodiversité nous ont montré que l'océan participait au maintien du multilatéralisme et de la paix, car les nations n'ont pas d'autre choix que la coopération autour de cet océan qu'elles ont en partage. La mer m'a donné des leçons pour la vie. Elle m'a appris à vivre plus sobrement, autonome et économe en énergie. Elle m'a aussi enseigné qu'on ne luttait pas contre les éléments, mais que l'on devait composer avec. Composer, cela suppose d'anticiper. C'est le maître mot du navigateur. Or aujourd'hui, face aux crises, nous nous comportons collectivement comme le marin qui verrait arriver la tempête et ne réduirait pas la toile. Nous sommes déjà dans la tempête. Alors agissons. Moi, je ne suis pas je suis pas professeure, je ne suis pas scientifique, je suis une femme engagée. Je crois que vous m'avez demandé tous les deux de partager un peu ce parcours d'engagement. Donc, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais pour partager une expérience. Et peut-être vous partagez aussi les leçons que moi j'ai apprises au cours de ce parcours. Et en fait, on va dire aujourd'hui, je commencerai
par vous dire une chose, notamment pour tous les jeunes qui sont là, c'est que ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui, j'arrive à l'âge que j'ai 62 ans, et j'ai aujourd'hui un long parcours derrière moi. Mais le Vendée Globe, ça n'est pas arrivé comme ça. La Mini Transat, ma première course en solitaire, ça... Voilà, tout a été difficile jusqu'à mon engagement pour l'océan, qui est un travail, et vous êtes bien aussi placé pour le savoir parce que vous le partagez. C'est un travail permanent, voilà. Mais je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, Eudes, tout à l'heure, cette constance pour moi. J'ai jamais eu de plan de carrière. Et j'ai toujours été guidée par ce qui m'émouvait, ce qui me mobilisait, ce qui me passionnait sur le moment. Et il est vrai que quand j'étais au lycée, j'ai imaginé, même si j'étais déjà passionnée par la mer et par le bateau, j'ai imaginé vouloir devenir ingénieur, parce que mon papa était ingénieur et j'imaginais que c'était un peu ma destinée. J'aimais bien les matières scientifiques qui m'ont du reste aidé par la suite quand j'ai eu à travailler sur la construction de bateaux et à apprendre la météorologie. Mais finalement, le journalisme était quand même plus présent. Mais malgré tout, je suis partie faire des mathématiques appliquées. Et alors, je corrigerai un tout petit peu ce qui s'est passé à Dauphine. C'est que nous avons participé à la course croisière de l'EDEC en 81 avec toute... il y avait un club croisière à Dauphine qui marchait très bien et qui marche toujours très bien. 43 ans plus tard, 44 ans plus tard. Mais la deuxième année où nous avons voulu nous inscrire, nous avons appris que la course croisière de l'EDEC limitait le nombre d'inscriptions de bateaux. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer notre propre course ? On s'est dit, c'était Bernard Van den Broek qui était le président de cette association, qui reste aujourd'hui encore un ami. On continue de se voir quelques années plus tard. Et lui avait déjà cet esprit d'entreprise. Et en fin de compte, la Speed Dauphine que nous avons créée a été mon premier projet professionnel. Au moment où l'a lancé, j'avais déjà quitté Dauphine et j'étais déjà rentrée dans une école de journalisme. Et du coup, j'étais la madame communication, la chercheuse de partenaires pour financer. Mon frère a dessiné la première affiche, mon père a dû être un de nos premiers partenaires, etc., etc. Et la Speed Dauphine a été vraiment un moment important parce que c'était déjà un projet collectif. Je crois que dans les apprentissages que j'ai faits, même si moi, la navigatrice aussi en solitaire, j'ai au fur et à mesure beaucoup appris et constaté en permanence la force du collectif que nous connaîtrons des années plus tard, cher Christian, notamment avec le Grenelle de la mer. Et donc, après ces études de journalisme, alors c'est vrai que j'étais déjà passionnée par la mer. Il faut vous dire que moi, j'ai été biberonnée. Alors c'est vrai que mon père était marseillais d'origine et passionné par les aventures de la Calypso du commandant Cousteau. Donc j'ai été à la fois biberonnée par les aventures de la Calypso. Nous ne rations jamais aucun des épisodes. C'était vraiment une série télévisée formidable. Hein. C'était même mis en scène de manière assez incroyable. Je vous invite d'ailleurs, avec le recul, c'est assez étonnant de voir Le Monde du silence, où les équipes de la Calypso faisaient quand même péter la dynamite quand même, ou alors essayer de chasser des dauphins. C'était assez étonnant. Et n'empêche que c'est le commandant Cousteau qui, moi, m'a beaucoup nourri. Puis Thalassa. Et je rêvais de travailler pour Thalassa. Alors, je n'ai pas travaillé pour l'émission, ou un tout petit peu, mais j'ai travaillé avec Georges Pernou pour la revue Thalassa, et j'en ai été la rédactrice en chef. Et c'était déjà pour moi l'opportunité de découvrir l'intégralité du monde maritime. Et je voulais sans doute jamais partager, mais j'étais rédactrice en chef, donc j'étais plutôt à ne pas quitter la péniche Thalassa où étaient nos bureaux, mais à commander des articles.
Mais j'ai quand même fait un reportage en mer du Nord sur les plateformes pétrolières. Voilà, un reportage sur Frigg qui m'a beaucoup impressionné. Et pour tout vous dire, mon père était ingénieur dans le pétrole, donc j'avais cette connaissance quand même de ce milieu-là. Et voilà, par la suite, alors que je travaillais pour Thalassa ou dans des radios libres, alors je vous passe le détail parce que, en fin de compte, j'avais qu'une obsession, c'est de partir naviguer, donc je démissionnais en permanence et je disais « Coucou, je reviens dans 2 mois, dans 6 mois, dans 4 mois, parce que je vais courir le Tour de France. » Voilà. Et dans ces années-là, j'ai essayé de suivre la Whitbread. La Whitbread, c'était une course autour du monde en équipage, créée en 73, et qui me faisait totalement rêver. Je rêvais d'abord de grands bateaux avant de comprendre qu'il fallait commencer par des petits bateaux. Et j'ai monté des projets. Comme journaliste, je me suis retrouvée à suivre la Whitbread en 85. Au départ, je m'étais fixée comme objectif d'essayer de faire une étape, mais en tous les cas de faire le tour du monde, de toutes les escales. La course partait du sud de l'Angleterre, faisait escale à Cape Town, enfin au Cap, en Afrique du Sud. Puis c'était en Nouvelle-Zélande, puis en Amérique latine, et puis revenait dans le sud de l'Angleterre. Et à alors j'avais en 85, j'avais 23 ans, donc j'avais pas forcément beaucoup de moyens. Et j'ai eu la chance d'être invitée à la fois par des attachés de presse de sponsors de l'époque. Mais aussi, j'ai emprunté des sous pour me payer mon billet d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. Et je passais soit d'hôtel, soit d'auberge de jeunesse. Mais à chaque escale, j'avais mon sac avec mon ciré et mes bottes, persuadée que j'allais pouvoir trouver éventuellement un embarquement sur un des bateaux. Alors, il y a une caractéristique dans mon parcours, c'est à la fois beaucoup d'engagement, d'envie, mais aussi un peu d'inconscience. Ou alors c'est peut-être pas de l'insouciance, mais un peu d'inconscience, et je croyais déjà que mes rêves étaient possibles. Du reste, quelques années plus tard, je vais écrire un livre qui s'appellera « Possible rêve ». Je croyais que c'était possible, rien ne m'arrêtait. Bien évidemment, je n'ai trouvé aucune opportunité d'embarquement, mais j'ai quand même découvert le monde à cette occasion. Et voilà, alors que je travaillais à Thalassa, par 2 fois, j'ai monté un projet pour faire construire mon premier bateau. Finalement, il y a un moment, je me suis dit, il faut commencer par des petits bateaux. Je vais commencer par la Mini Transat. En tant que journaliste, j'avais découvert cette course. La Mini Transat, c'est en ce moment, c'est les années impaires, la Mini Transat. C'est une course de mini-bateaux, mais elle est très longue. Elle part en général de Bretagne, où là, ce coup-ci, la course partait des Sables-d'Olonne, fait une escale un peu longue aux Canaries, et puis ensuite, on traverse l'Atlantique en solitaire. Et moi, la journaliste, je voulais, pour avoir mis les pieds dans un chantier de construction de bateaux de plaisance, j'ai été fascinée par la construction des bateaux. Et c'était incroyable de voir la construction de ces bateaux de course. C'est énormément d'artisanat, mais aussi beaucoup de haute technologie. Et je trouvais ça fascinant. Et je m'étais dit, mon bateau, je vais le faire construire dans Paris, j'ai proposé à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, en 86, qu'on monte une exposition. J'avais baptisé mon projet Paris Transat. C'était super ambitieux. Et là, la Cité des Sciences, qui venait d'ouvrir ses portes, m'a trouvé très sympathique, mais finalement m'a dit, écoutez, c'est pas vraiment notre objet de construire un bateau dans Paris. Donc, au revoir mademoiselle. J'ai proposé à la RATP qu'on fasse ça à la station Aubert. Et puis finalement, ça s'est pas fait. J'ai trouvé un pseudo-partenaire qui s'est révélé être un escroc. C'est un monsieur qui se faisait passer pour un ancien armateur grec. Et moi, ni une ni deux, j'allais le voir tous les soirs. Enfin, je vous passe l'histoire parce qu'elle est très longue, mais ça fait quand même, c'est des histoires à raconter à mes petits-enfants quand j'en aurai. Voilà. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il y avait dans ce projet un monsieur qui fait partie des gens qui ont vraiment marqué mon parcours. Mais dans ces années-là, il s'appelle Daniel Charles. C'est un historien de la plaisance et un spécialiste de Caillebotte qui a révélé Caillebotte, non pas le peintre impressionniste, mais Caillebotte, l'architecte. Et Daniel, je l'avais embarqué dans ce projet-là. Il avait commencé à me dessiner un bateau.
Ce projet ne se fait pas, je retourne bosser à Thalassa et 4 ans plus tard, donc on est en 90 ou fin 89, et Daniel m'appelle en me disant « Catherine, tu es assise, la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette veut monter une exposition dans laquelle il y a un bateau qui va être construit. Et ce bateau, ça va être un mini-transat, et je leur ai vendu l'idée que ce soit toi qui leur propose. » Et j'en revenais pas. En fait, la Cité des Sciences lançait une série d'expositions sur les métiers, et commençait par les métiers liés à l'eau, et s'est dit, pourquoi pas les métiers de la construction de plaisance. Et l'histoire est revenue vers moi. Mais finalement, pourquoi j'en parle de cette histoire ? Parce qu'en 86, c'était un méga échec, mon affaire. J'ai même dit à Pernoud, c'est bon, j'ai trouvé un partenaire, je m'en vais, je démissionne. Et Georges Pernoud, à l'époque, m'a dit, est-ce que vous avez le budget ? Ah bah non, mais ça va venir. Bah, écoutez, attendez d'avoir le budget. Alors, bref, à ce moment-là, heureusement d'ailleurs qu'il m'a retenu. Mais l'énergie que j'avais pu investir dans ce projet, finalement, il n'a pas été perdu. Tout ce que j'avais fait en 86, finalement, j'ai pu à émerger parce que je m'étais investie 4 ans plus tôt. Et dans ma vie, ça m'est arrivé plusieurs fois, cette affaire. Et je le dis pour les jeunes parce que parfois, on peut lancer des projets qui se révèlent être, entre guillemets, des échecs. Et finalement, non, c'est des chemins de vie. C'est pas le moment. En fait, c'était pas le moment. Rien n'était prêt. Et finalement, la porte s'est ouverte 4 ans plus tard. Et ce bateau, ça a été formidable. Je l'ai fait construire. Donc, ça a été une aventure merveilleuse parce qu'il a fallu faire venir un jeune chantier qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle Structure, qui construit les pogos. Pour ceux qui naviguent, c'est des bateaux quand même bien connus. Et à l'époque, ils construisaient des bateaux à l'unité. Ils ont fermé leur chantier pendant 3 mois en Bretagne pour s'installer à la Villette pendant 4 mois, parce qu'on a eu beaucoup de succès avec cette expo, etc. Ce bateau construit, je suis partie. Là, j'ai dit, je tourne la page du journalisme pour l'instant. Et je me concentre, je deviens navigatrice. Et on verra bien, suite à cette traversée de l'Atlantique, si finalement ça me passionne ou pas. Et finalement, je cours la Mini Transat. C'est une vraie révélation. Je finis correctement, avec un bon bateau. Et puis c'est parti. Et puis là, j'enchaîne une 2e saison en mini. Alors, on est dans les années 91-92. Et dans le même temps, je n'ai pas tout raconté, mais dans le même temps, j'avais travaillé aussi pour l'équipe de La Poste qui avait engagé J'ai suivi 2 fois la Whitbread, ou même 3. Et j'avais travaillé pour La Poste. Et je repars en 92, je passe de mon petit bateau de 6,50 m, alors pour lequel, entre parenthèses, j'avais emprunté des sous à la banque, trouvé mon partenaire au dernier moment de l'exposition. Heureusement, mon père avait cautionné mon emprunt. Il ne m'avait pas donné un centime, mais cautionné mon emprunt. Et heureusement, à l'arrivée de la Mini Transat, il y a un gars qui a voulu racheter mon bateau. Donc, ouf, j'ai pu vendre mon bateau et libérer mon père de son hypothèque éventuelle, enfin de sa caution. Et voilà. Et j'ai plus de bateau. Et à ce moment-là, je pars naviguer. Je passe d'un bateau de 6,50 m à un bateau de 25 mètres. Je passe de la solitaire à un équipage de 17 bons hommes. Et on fait de transat. On participe à l'époque, ça va vous rappeler quelque chose, à une course, on est en 92, qui s'appelle la route de la découverte. On est sur les traces de Christophe Colomb. Et on part de Gênes, on fait escale à Cadix, on fait escale aux Canaries, on va jusqu'à Saint-Domingue et on est bord à bord avec tout un tas on est sur un bateau moderne, un grand maxi de la Whitbread, et on est à bord de grands voiliers écoles. Et c'était magique. Et puis finalement, je repars pour une 2e saison en mini, qui marche très bien, je reçois un prix, je gagne des courses à ce moment-là. J'avais loué le meilleur bateau, donc c'était plus facile. Les skippers le disent pas suffisamment souvent. Mais souvent, quand on est sur le podium, c'est parce qu'on a les meilleurs bateaux. On est aussi les plus performants pour tout un tas de choses, mais aussi parce que quand on a un bon bateau, ça aide. J'enchaîne avec 2 solitaires du Figaro, avec des Tours de l'Europe, avec puis 2 Vendée Globe. Et voilà, une chose à retenir de ces années-là, 1991, sur cette première transat, il y a ce que je raconte dans la vidéo, ce moment où, alors qu'en 91, personne ne parle des déchets en mer,
je vois en plein milieu de l'Atlantique une bouteille de plastique. Alors, c'est pas les images, parce que ça, c'est des images, j'ai pas filmé à l'époque. Mais je suis quand même ahurie, parce que c'était par un temps calme, d'objets flottants en plastique, beaucoup de polystyrène aussi, que je vois en plein milieu de l'Atlantique. Et vraiment, à ce moment-là, on n'a pas encore identifié ce qu'on a appelé... par abus de langage, j'aime pas cette appellation d'île ou de continent de plastique, mais on n'a pas encore identifié les plastiques qui ont été aperçus dans le Pacifique Nord. Et là, je me fais la réflexion, non pas où sont les affreux pollueurs, mais moi, je me sens totalement participant, voilà, à la fois coupable et responsable. Je me dis, comment en est-on arrivé là collectivement ? Et c'est un moment qui est assez essentiel dans mon parcours, parce que je sens cette responsabilité individuelle que j'ai et collective que nous avons. Et à ce moment-là, je me demande bien, comme souvent les jeunes se demandent aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis incapable de dire comment un jour... Je me dis, un jour, il va falloir que j'œuvre, mais ce jour-là, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir œuvrer. J'arrête la compétition après mon deuxième Vendée Globe. Alors, si vous avez des questions sur les navigations, on pourra y revenir. Et je pourrais parler du reste des leçons que m'ont donné ces navigations, et notamment mes tours du monde. Et puis, à ce moment-là, il y a des moments vraiment importants. Il y a des rencontres qui vont être essentielles. Christian, tu fais partie des rencontres que j'ai eues après cette période de course au large, parce que à l'époque, tu avais écrit des livres sur ces voyous, enfin sur les marées noires, qui étaient quand même le fléau qu'on connaissait plutôt dans les années 80, oui, même depuis 60, enfin, même avant 60, 70, etc. Et tu fais partie des gens qui me font comprendre aussi la dimension maritime de la France. Et ça va se concrétiser après avec le Grenelle de la mer, dont tu es l'inspirateur en 2009-2010. 2002, moi, je commence à m'engager. Et entre 2002 et ce Grenelle de la mer, j'ai tenté de m'engager en essayant d'engager la plaisance dans la transition, en montant des projets, en rencontrant un autre personnage qui m'a beaucoup inspiré. C'est Christophe Ballet, qui est un spécialiste, qui est un professeur de l'Université de Bretagne Sud, et qui, alors que j'essayais de construire un bateau, je voulais racheter, en fait, le bateau qui est devenu Tara. Et comme je n'ai pas pu le racheter, je n'avais pas trouvé les moyens. J'ai voulu faire construire un bateau d'expédition. Et m'interrogeant sur le matériau de construction de la coque, j'ai un jour découvert les travaux de Christophe Ballet sur les matériaux biosourcés. Et là, je suis partie avec l'Université de Bretagne Sud pendant plusieurs années sur plusieurs travaux. On a construit une petite embarcation en matériaux biosourcés, etc., etc. Et donc, de l'engagement terrain, j'ai finalement, d'abord en 2008, avec Jean-Louis Borloo, qui, ayant écho des projets que je menais, m'a confié une mission, nautisme et développement durable. Et puis ça s'est enchaîné avec le Grenelle de la mer. Et le Grenelle de la mer a été un moment, à mon avis, vraiment fondateur pour la communauté maritime française, parce qu'on réunissait, avec ces 5 collèges, tout ce que la communauté maritime décelait de compétences et de savoir-faire. Et le slogan, moi je présidais le groupe de travail sur l'éducation, la sensibilisation et la communication sur la mer. Et notre slogan à la sortie du Grenelle de la mer, c'est « La mer est l'avenir de la Terre ». Et la condition pour qu'elle soit l'avenir de la Terre, c'était notre capacité de mener des activités de manière durable. J'ai aussi compris la dimension maritime de la France. Et bon, tout ça que vous connaissez par cœur parce que vous êtes biberonné aux conférences et aux cours, j'imagine, de Christian Buchet, à celles de l'IFM, de l'Académie de Marine et tout. Mais c'est vrai que dans ces années 2009-2010, c'était un moment assez fondateur. Et voilà. Et finalement, cet engagement, il s'est poursuivi. Alors, j'essayais toujours d'avoir un engagement terrain avec des projets de voiliers du futur, etc.
Mais j'ai un peu saisi des opportunités. Borloo m'a proposé de rentrer au Conseil économique, social, environnemental, où effectivement j'ai essayé de continuer à porter la voix qu'on avait portée pendant le Grenelle, etc. Il y a eu pendant ces années-là la création de la plateforme Océan et Climat pour faire entendre la voix de l'océan pendant la COP21 en 2021. En 2015, pardon. Voilà. Et puis, fin 2015, début 2016, la ministre qui me propose de rentrer comme déléguée ministérielle à la mer au littoral. Autant vous dire que je ne connaissais pas je commençais à connaître l'administration de la mer grâce au Grenelle. Et là, ça a été 2 années formidables où j'ai vraiment, d'abord j'ai travaillé, j'ai eu à piloter la première stratégie mer et littoral. Mais j'ai aussi fait connaissance de toute cette administration de la mer. J'en parle parce qu'il y en a des représentants ou d'anciens représentants ici. Et j'ai adoré travailler avec ces gens compétents. Ça a été vraiment 2 années merveilleuses. Bon, j'en suis partie, on reviendra peut-être dessus, mais parce que je trouvais qu'il nous fallait un ministre de la mer. Donc j'ai démissionné là encore en disant, en écrivant au Premier ministre et au Président de la République, il nous faut un ministre de la mer, un portage politique au quotidien. Bon, à ce moment-là, ça ne s'est pas fait. Et puis finalement, en 2018, alors tu l'as dit, je suis repartie traverser l'Atlantique et on reviendra sur l'océan bien. Je vais conclure sur l'océan bien commun. Et finalement, en 2019, je me laisse convaincre de partir de faire encore un pas de côté pas un pas de côté, carrément de plonger en politique. Chose que j'ai renoncé en 2004, en 2009, en 2014. À chaque fois, on me proposait d'être numéro 2 sur une liste aux européennes. Et l'Europe, j'étais une européenne convaincue, mais l'engagement politique, c'était vraiment pas pour moi. Je pense que quand on n'est pas né dedans, c'est compliqué. Et puis là, je me suis laissée convaincre parce que celle qui m'a convaincue, elle n'est plus là, mais c'est Marielle de Sarnez qui était le bras droit de François Bayrou. Et elle me dit, mais tu sais, les engagements que tu portes, pour les engagements que tu portes, l'Europe est le bon échelon. Et j'étais d'accord que l'Europe, c'était le bon échelon pour essayer d'accélérer, comme je le demande, comme je l'évoque dans la vidéo. J'ai passé 5 ans absolument formidables au Parlement européen, extrêmement compliqués, parce que je suis à nouveau rentrée dans une enceinte qui n'avait pas connu le Grenelle de la mer, où finalement il a fallu recommencer à maritimiser les esprits. Je peux vous dire que c'est sans relâche, sans relâche, sans relâche. Chacun des textes législatifs, il fallait évoquer la mer, mais jamais... En fait, ce pacte vert qui parlait de la mer n'avait pas compris qu'il fallait faire de la mer une priorité politique pour l'Europe. Et c'est ce que j'ai voulu porter avec cette vidéo. Et c'est ce que j'ai porté avec le pacte européen pour l'océan, avec nos amis de Europe Jacques Delors, Pascal Lamy et Geneviève Pons, qui ont vraiment piloté un groupe de personnalités pour porter une idée de pacte européen pour l'océan. Aujourd'hui, la Commission européenne a repris cette idée. On en est très fiers. Mais on attend qu'elle se concrétise dans un Ocean Act qui n'est toujours pas là. Et moi, je ne suis plus au Parlement. J'ai décidé de tourner la page avec la politique à ce moment-là. Je ne dis pas que j'y reviendrai pas. En fait, je ne sais pas. Je décide de ne pas avoir de plan de carrière. Donc, je ne dis pas que je n'y regoutterai pas un jour, mais en tous les cas, ce n'est pas du tout prévu aujourd'hui. Et voilà. Les dernières années, je vous l'ai dit, depuis 1 an, me voilà engagée aux côtés de l'Académie de Marine, de l'Institut français de la mer et du Yacht Club de France, dont j'ai l'honneur d'avoir pris la présidence il y a quelques mois. Pour finir, un mot sur cet océan bien commun, parce que là, je pense que je n'ai pas regardé l'heure, mais c'est bon. Ça va, mais je voudrais quand même laisser du temps aux questions. Pourquoi avons-nous lancé cette idée d'océan comme bien commun de l'humanité ? Parce que quand je suis rentrée de ma traversée de l'Atlantique, je me suis dit, mais en fin de compte, celle de 2018, quand j'ai démissionné, je suis partie naviguer en croisière avec des amis. Et c'est en mer, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux avoir comme accélérateur ? Et je me suis dit, finalement, le cadre législatif, on le construit. Si on regarde derrière nous,
on construit progressivement le cadre législatif. Si on regarde, si on fait un bilan des 15 ans depuis le Grenelle de la mer, plein d'objectifs que nous avions en 2010, Christian, ont quand même été atteints sur tout un tas de sujets. Mais le problème, c'est qu'on avance au rythme du cadre législatif, au rythme de la conscientisation des esprits et pas au rythme des enjeux. Et donc, moi, je me suis dit, il faut aussi mobiliser cette responsabilité individuelle et collective pour que, si l'on veut vraiment que la mer soit l'avenir de la Terre, eh bien, il ne faut pas engager uniquement la responsabilité des États, il faut aussi engager la responsabilité des citoyens, des entreprises, des collectivités, etc. Et voilà. Et ce que nous voulons faire, parce que l'idée de l'océan bien commun à l'humanité, eh bien, l'Institut français de la mer s'en est emparé en 2013. Je regarde Jean-Louis Fillon parce que c'est toi qui as piloté ce travail de réflexion qui a donné lieu quelques années plus tard même à des séminaires avec le CNRS. On a essayé d'explorer cette notion de bien commun. Une des idées que l'on met, mais on pourra y revenir, c'est que on voudrait une nouvelle lecture de la Convention internationale du droit de la mer, dont on a plutôt retenu qu'elle donnait aux États, elle leur permettait d'agrandir leur territoire en créant des zones économiques exclusives sur lesquelles ils étaient souverains. On a créé cette liberté de navigation en haute mer, mais elle n'a pas interdit, même elle a donné ordre aux États de prendre soin de l'océan. Et on voudrait remettre cette notion de responsabilité individuelle et collective au-dessus des notions de souveraineté, de liberté, voilà, parce qu'il y a un seul océan. Et comme je le dis dans la vidéo, mais c'est aussi une idée que nous partageons vraiment beaucoup, on s'aperçoit au travers de toutes ces négociations internationales, que l'océan fait vivre le multilatéralisme. On a réussi l'accord sur la haute mer. Pourquoi on réussit? Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a qu'un seul océan, qu'on est connecté et que sa sauvegarde nous concerne tous collectivement. Et voilà, donc il fait vivre le multilatéralisme et dans cette mesure, il fait aussi vivre la paix. Voilà, merci. Merci beaucoup Catherine. Et effectivement, pour les étudiants qui sont peut-être moins au fait que certains sur le droit de la mer, il y a quelques semaines quelque chose d'important. Ça y est, l'accord d'IBBNJ sur le droit de la mer bien commun de l'humanité est passé, puisqu'il faut un certain nombre de pays, je crois 60 pays pour que ça puisse être adopté. Donc c'est quelque chose et on a porté avec l'Institut français de la mer aussi à toute l'implication de Jean-Louis, d'Eudes, etc. Je crois que la France a beaucoup contribué à cette adoption qui permet que la haute mer, c'est-à-dire en gros 66% des mers, puissent aujourd'hui bénéficier d'un statut de protection, de partage, etc. Voilà, un grand merci. On va bien sûr passer au temps des questions et des réponses. Alors, on a 2 micros que je vais d'abord partager avec 2 étudiants. Non, une par une. Qui veut poser la première question? Juste avec votre passé d'amour de la mer, mais aussi de femme politique, au moins en partie, à un certain moment. Qu'est-ce que vous pensez de la spécificité de la France avec son agriculture, qui est quand même très particulière dans tous les grands pays européens? Qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture française, en France, de l'agriculture, qui finalement respecte pas forcément aujourd'hui la mer, mais elle a quand même besoin de tout ce qu'elle emploie comme fertilisants et autres pour faire son activité et pour en vivre? Vous touchez un point essentiel, en fin de compte, si on veut
préserver, régénérer les écosystèmes marins et côtiers, il faut aussi adresser, pour utiliser un anglicisme, réduire nos pollutions qui viennent, qui sont en amont, et notamment les pollutions agricoles, mais c'est pas les seules, les pollutions industrielles, les pollutions aussi, nos pharmacies. Enfin, on a un vrai sujet. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, ce sur quoi j'ai essayé de travailler au Parlement européen, c'était justement, quand on parlait de politique agricole commune, d'expliquer que ce qu'on allait faire comme bien à la terre, on le ferait aussi pour la mer. Et que ça avait par répercussion voilà, c'était pertinent à bien des égards, pas uniquement pour préserver la biodiversité terrestre. Et du coup, associé à ça, la nécessité de relier les politiques publiques. En fait, c'est un des gros sujets du pacte européen pour l'océan, c'est d'arrêter, comme je l'ai dit aussi dans la vidéo, d'arrêter de traiter les sujets en silo. En fin de compte, souvent, et même au niveau national, on traite trop les sujets en silo. On va s'occuper d'agriculture d'un côté, effectivement, et d'essayer, et du bon état écologique du milieu marin de l'autre. Ça paraît pas comme ça évident que ce soit connecté, mais c'est quand même connecté. Et ça veut dire que à l'échelle européenne, la directive cadre sur l'eau doit être mise on va dire, au regard, ou en tous les cas, elle doit aussi s'intéresser à ce qui se passe en aval. C'est vrai pour les pollutions diffuses que vous évoquez, c'est vrai aussi pour les déchets. J'ai fait 2 rapports sur l'impact des déchets marins. Et je me suis aussi intéressée au traité qui est en cours de négociation sur les plastiques. Si on veut traiter les problématiques, c'est aussi en amont. Mais voilà, c'est à la fois... ça suppose à la fois de mettre d'arrêter de traiter les sujets en silo et d'avoir une vue plus systémique et d'avoir cette approche par les bassins versants. C'est un des gros axes de ce pacte européen pour l'océan, c'est son approche par ce qu'on appelle l'hydrosphère. Les scientifiques, on avait baptisé ça aquasphère, ou l'hydrosphère, en tous les cas, c'est par ce grand cycle de l'eau. Et tout l'enjeu pour nous, avec le pacte, c'est d'arriver à mobiliser non seulement les Français qui sont mais tous les États membres qui sont aussi, même ceux qui n'ont pas de frontières maritimes, qu'ils sont à la fois... Leurs marchandises passent par la mer. Ils sont nourris aussi par la mer, même s'ils n'ont pas de frontières maritimes. Enfin, ce ne sont pas des États côtiers, mais ils participent malgré tout à l'impact aussi qu'ils peuvent avoir. Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Merci. D'autres questions? Donc, merci d'avoir la gentillesse, avant de poser votre question, de vous présenter. Bonsoir Adam, je vous remercie beaucoup pour votre intervention qui est vraiment très passionnante. Je m'appelle Grégoire Maringui, je suis étudiant en master d'histoire-géographie et j'effectue un mémoire sous la direction de monsieur Christian Buchet. Je suis par ailleurs un marin plaisancier passionné et pour faire référence à votre carrière pendant laquelle vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Est-ce que pendant toutes les épreuves que vous avez traversées, notamment le Vendée Globe 1996, qui a été une édition cataclysmique avec environ 5 abandons et plusieurs morts à déplorer, notamment le malheureux, un mort à déplorer, Jerry Roofs. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était une succession de tempêtes à traverser pour pouvoir continuer votre carrière ? Et je voulais également savoir si, suite à votre expérience politique, est-ce que si la France rend ses ports très compétitifs pour laisser la mer rentrer à l'intérieur des terres, elle pourra traverser et survivre à la tempête politique qu'elle connaît aujourd'hui? Ouh là là, c'est une vaste question. Alors, oui. Alors, je vais essayer de... D'abord, ce Vendée Globe, quand on part sur le tour du monde, enfin sur le Vendée Globe, enfin sur un tour du monde en solitaire et sans escale, on sait a priori qu'il y a des chances qu'on croise des tempêtes.
c'est pas tellement arrivé en fait, 96-97 a été particulièrement violente, mais on se prépare à tout ça. On se prépare beaucoup. Moi, je me suis préparée pendant des années. Cela dit, alors je sais pas très bien le sens de votre question. J'ai appris, ça m'a donné en fin de compte de traverser ces tempêtes qui étaient vraiment successives. Et il y en a eu beaucoup, effectivement. Moi, en plus, j'ai chaviré dans l'océan Indien. Quand je dis j'ai chaviré, en fait, mon bateau, parce que j'ai fait une erreur, en fait. Une erreur qui est parfaitement décrite dans un ouvrage que les anciens connaissent, qui est La longue route de Bernard Moitessier, et qui décrit très bien dans le livre que quand on a cette grande houle dans une tempête, il faut se trouver vraiment perpendiculaire à la mer, à la houle, mais aussi aux déferlantes, parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que ça déferle partout. C'est d'une beauté incroyable, mais ça déferle. Et moi, j'étais derrière un front, et le vent a tourné, bref, et je me suis retrouvée vraiment travers aux déferlantes, et j'ai fait la deuxième erreur, c'est que j'aurais dû garder de la toile, de manière à pouvoir avancer suffisamment vite. En fait, dans le film, je finis en disant le marin, il réduit la toile dans la tempête quand il sait que la tempête va arriver. Mais en fait, il faut garder suffisamment de voile pour être suffisamment propulsif et pas faire bouchon. Bref, la déferlante est arrivée, j'étais sur le pont, j'étais au pied de mât. Heureusement, j'étais attachée en 2 endroits et je me suis cramponnée au mât parce que j'ai compris que la déferlante allait coucher le bateau. Et le bateau s'est couché et il s'est redressé. Heureusement, tout de suite. Mais après, ça a été pendant plusieurs semaines. Il a fallu que je me reconstruise, que je répare tout ce qui était cassé sur le bateau parce que c'était un carnage. Mais malgré tout, ça a été une épreuve qui m'a... De tout ça, j'ai tiré une leçon, plein de leçons. Et notamment parce que j'avais l'objectif de ne pas m'arrêter, j'ai trouvé des solutions partout. Et ça, aujourd'hui, la leçon que j'en retire beaucoup, c'est que dans des situations où on n'a pas le choix, et notamment dans ce moment où on doit engager l'humanité dans la transition, parce que le réchauffement climatique, notamment, eh bien, on trouve les solutions. Et l'individu a un potentiel de dingue. Mais vous avez tous un potentiel de dingue. Mais il faut se retrouver finalement en plein milieu. Où est-ce qu'il faut attendre de se retrouver en plein milieu de l'Atlantique, de l'océan Indien pour utiliser ce potentiel? Non. Je sais que j'ai ce potentiel à l'arrivée de ma course, après être passé par pas mal de difficultés. J'ai compris que j'étais en capacité de monter des projets, de boucler un tour du monde. Et je peux vous dire que je me sentais vraiment pas la championne du monde à l'époque. D'ailleurs, je me suis inscrite un peu au dernier moment, opportunité, mais je naviguais beaucoup par contre. Et puis je travaillais beaucoup, je naviguais beaucoup à l'époque. Toute l'année, j'avais beaucoup navigué, j'étais bien dans l'élément. Et voilà. Et dans les années qui ont suivi, tous les engagements que j'ai pris, c'est parce que je me suis dit, c'est possible. C'est possible, je peux y arriver. Si moi je m'engage, si je ne me trompe pas de chemin, mais aussi si je sais m'entourer d'un collectif, parce qu'on part faire, même en solitaire, on a besoin d'une équipe pour mettre au point un bateau. Et c'est cette équipe-là qui vous fait gagner. Mais voilà. Et du coup, c'est devenu ma devise depuis, c'est les rêves sont réalisables à condition d'entreprendre et de persévérer. Une autre leçon que ça m'a donnée, ça répond à la deuxième partie de votre question, c'est qu'en fait, en mer, on ne lutte pas contre les éléments. Vous arrivez, les journalistes tendent le micro, vous dites, vous qui avez lutté contre les éléments, oh là là, il y a des marins dans la salle qui savent qu'on ne lutte pas contre les éléments, il faut composer avec. Et composer, c'est ce que je dis vraiment aussi dans la vidéo, ça veut dire, concernant l'élévation, les conséquences du changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, ça veut dire aussi que à certains endroits, il faut peut-être ériger des digues un peu plus hautes, mais à d'autres, il faut accepter que la mer, l'envahissement, c'est toute la stratégie d'adaptation au changement climatique, c'est la stratégie menée par le Conservatoire du littoral avec un programme qui s'appelle Adapto, etc. C'est à quel endroit, et de plus en plus, les régions littorales
essaie de s'adapter, recule. Il y a des endroits, on n'a pas le choix. On sait que ça, il faut l'accepter. La mer sera toujours plus forte, ça, je peux vous l'assurer. Bonsoir madame, merci pour votre intervention. Donc, je me présente, Guillaume Muret, élève en 3e licence, en licence HS, Histoire et Sciences Politiques à l'Institut catholique de Paris. Je voulais vous poser la question, vous dites que vous ne vous engagerez plus en politique pour le moment, mais admettons si vous êtes appelé ce soir ou demain à l'Élysée ou Matignon. Attendez, je regarde mon téléphone. J'ai aucun message. Quelles seraient disons, les 3 premières mesures que vous proposerez ou qui seraient pour vous acceptables pour entrer dans un gouvernement, par exemple? Ah non, mais de la mer, sur la mer. Oui, sur la mer, sur la mer. Les 3 premières mesures. Waouh! D'abord, je prends une mesure d'organisation, c'est-à-dire que je demande à être sous l'autorité du Premier ministre et d'utiliser le secrétaire général de la mer, de l'avoir à mes côtés. Comme bras droit, pour piloter l'administration de la mer. Parce qu'en fin de compte, quand je dis qu'il faut arrêter de mettre les choses en silo, si on veut mieux piloter l'administration et la politique maritime de la France, à mon sens, mais je pense que je pense qu'on est tous à peu près d'accord, il y a 2 entités, il y a un portage politique, et on a besoin d'un portage politique, quelqu'un qui porte la vision, etc. Mais on a aussi besoin de quelqu'un qui, sur un bateau, on appellerait ça le Bosco, celui qui va mener l'équipage, etc. Et je pense que ce duo, il doit être absolument soudé, etc. Notre dernier ministre de la mer avait compris ça. Les précédents n'avaient pas toujours compris ça. Et je pense qu'on améliorerait franchement le pilotage de la politique maritime de la France par une meilleure organisation. Et faire comprendre aussi, j'arriverai au Conseil des ministres en disant il faut faire équipage. C'est-à-dire en me tournant vers mes collègues en disant vous êtes tous concernés par la mer. Ça voilà, c'est pas que mon sujet. Moi, je vais être le pilote, mais je vais vous mobiliser les uns et les autres. Ça, ce serait la première. La deuxième... Faire en sorte que les ports français marchent. Alors, je sais que c'est ton grand sujet. C'est ton grand sujet. Alors, il y a la deuxième. Je pense que je me déplacerai tout de suite en Polynésie. Parce que la France, elle doit son espace maritime à nos outre-mer. 97% de nos espaces sont... voilà. Et je pense que... je sais pas, j'installerai en tous les cas, je ferai une démarche vis-à-vis des outre-mer, de nos territoires d'outre-mer. Et je prendrai les outre-mer comme territoire pilote de la transition écologique, énergétique, etc. Et je pense que je ferai de ces outre-mer des bases de rayonnement de la France, parce que c'est ça qu'offre l'outre-mer. Et je pense que j'investirai beaucoup dans la dimension maritime de l'outre-mer. Je pense qu'on ne cesse de dire, au moment du Grenelle de la mer, et même après, à chaque fois, on disait il ne faut pas qu'on oublie l'outre-mer. Il ne faut pas qu'on oublie l'outre-mer. Moi, je commencerai par l'outre-mer en faisant un peu la tête de pont d'une politique. Et puis, la troisième, j'inviterai dans mon bureau Claire Nouvian et Olivier Lenezette. Non, justement, ou alors je les sortirai. Je pense qu'on a un vrai sujet de réconciliation avec les pêcheurs. C'est pour moi le sujet le plus compliqué de toute la... voilà, je pourrais m'intéresser bien évidemment au port. Et il y a tellement de sujets sur lesquels d'ailleurs je pense que la France... Peut-être que le troisième, c'est que j'irai à Bruxelles
en essayant de me trouver, de créer un groupe des amis de l'océan au sein du Conseil des ministres de la mer, de manière à embarquer le reste de la communauté européenne des acteurs européens sur la mer. Mais pourquoi ce monsieur et cette femme? Parce que l'un préside le Comité national des pêches, l'autre l'association Bloom, et je trouve que, je ne sais pas, peut-être que je demanderai à Monseigneur de me rejoindre et d'essayer de convertir, de faire calmer la tempête entre ces deux individus qui à mon avis, sont passionnants l'un et l'autre, défendent l'un les pêcheurs et l'autre les écosystèmes marins, etc. Elle a une grande... voilà, et je pense que, je ne sais pas, il faudrait trouver un moyen de dialoguer, de retrouver le chemin du dialogue entre ces individus. Mais bon, c'est comme ça. Surtout qu'il y a un vaste passé. Un des prédécesseurs de Monseigneur Petit, Monseigneur Guy Berthaud, avait été emmené par Michel Rocard, alors Premier ministre, justement pour impulser un dialogue dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie dont on parle beaucoup. Donc il y a du précédent. Pour les étudiants, on voit qu'il y a un problème de portage politique que tu as très bien souligné. Pourquoi ça a bien marché du temps du grand ministre de Louis XIV, Colbert? Parce que Colbert, il avait une transversalité, il avait 3 postes ministériels. Il était en gros, je dis ça en traduction moderne, contemporaine, ministre de l'économie et des finances, en même temps ministre de la mer et en même temps ministre de l'outre-mer. Donc là, ça a marché. Donc il faudrait ça. Et il avait l'oreille du roi en plus, enfin du président, voilà. Mademoiselle, là-haut. Bonjour, merci beaucoup pour avoir partagé avec nous votre expérience. Je m'appelle Héloïse, je suis en première année d'histoire sciences politiques ici même. Au vu du fait que le capitalisme nécessite une croissance économique illimitée et que la Terre, elle, a des ressources limitées, nous nous retrouvons vers une course vers l'écocide. Et ma question est la suivante. Que faites-vous des critiques qui disent que vos idées n'offrent pas d'alternatives concrètes comme celle de la décroissance ou du socialisme? Et comment arrivez-vous à concilier vos positions centristes avec ce combat écologiste que vous portez? Alors, en 3 minutes, vous dites comment conciliez-vous pour ceux qui critiquent, mais enfin, moi je n'ai pas vu, peut-être que c'est vous qui critiquez mes positions centristes. Alors c'est vrai que je suis... précisez peut-être que je comprenne bien. C'est plus au niveau de la position écologiste, donc vous portez une position qui est écologiste, et en même temps vous avez, vous êtes dans un parti centriste et capitaliste. Vous étiez dans un parti centriste et capitaliste, et du coup c'est là-dessus que, donc au niveau de la course vers l'écocide, le capitalisme nécessite cette croissance continue, voire une surconsommation actuellement, alors que la Terre, elle, a des ressources qui sont limitées et qui donc ne peuvent pas forcément tenir le rythme. Voilà. C'est plus par bon, rapport à ça. non, mais il y a des choses intéressantes dans ce que vous dites. 2 choses. Je suis d'accord avec vous qu'on consomme trop, que la Terre a des limites. Et dans, on va dire, les engagements que j'ai, je pense qu'on doit absolument avoir une économie plus frugale. Si je prends le sujet des plastiques, si on veut... alors, c'est pas qu'une question de... là, pour le coup, de limite planétaire, parce qu'on fabrique le plastique à partir du pétrole. Pour l'instant, on en a encore. C'est 4%, je crois, de l'utilisation qu'on fait du pétrole. Mais si on veut le recycler, il faut qu'on réduise le nombre de polymères. En fait, c'est vrai que ces dernières années, on a, sur ce sujet-là, on a une grosse difficulté à engager des cycles de recyclage du plastique parce qu'on a trop de molécules différentes. Moi, j'ai découvert ça beaucoup pendant mon mandat européen avec les filets de pêche. Eh bien, par exemple, sur les filets de pêche, il faudrait réduire le nombre de molécules, etc. Je partage avec vous, alors je ne vais pas réagir sur le capitalisme, je ne pense pas que ce soit complètement le sujet, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut réduire nos consommations.
Si on veut réduire les émissions de CO2, on n'y arrivera pas uniquement dans un contexte où on apprend en même temps que le transport maritime va grimper de 250% d'ici 2050. Je suis d'accord avec vous que ça pose une vraie question sur notre consommation. Je pourrais aussi dire une chose, c'est que aujourd'hui, j'évoquais les pêcheurs tout à l'heure. Je trouve qu'on devrait, quand dans le film, je dis, il faut aussi mobiliser les consommateurs. Si on veut aider nos pêcheurs à changer de modèle et à mieux respecter, enfin à changer notamment d'engins de pêche, il faut aussi les protéger des importations. Je trouve qu'on doit consommer plutôt du poisson pêché par nos pêcheurs si on veut les aider. Là, je ne réponds pas forcément non plus à votre question. Après, il y a un truc quand même que je voudrais dire, parce que quand je me suis engagée en politique, je me suis finalement engagée comme je suis. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui veut rassembler. Moi, je ne comprends pas la crise politique qu'on a en France aujourd'hui, parce que je suis plutôt quelqu'un qui, et c'est ce que j'ai vécu pendant 5 ans au Parlement européen, je suis plutôt une femme de compromis. C'est-à-dire que j'essaie de faire converger les idées. C'est pas facile, je vais vous dire. Quand dans la même salle, vous en avez qui ont des positions complètement opposées, mais vous avez une idée précise que vous voulez faire aboutir. Et j'ai négocié plusieurs textes comme ça, où il a fallu que je lâche un petit peu, mais c'est parce que j'étais plutôt au centre à ce moment-là, que mes petits camarades qui étaient plutôt à gauche et puis tous ceux qui étaient plutôt à droite, je les ai fait converger sur un texte, notamment, j'ai fait voter une résolution, c'est une de mes grandes fiertés, quand la Norvège a décidé d'aller exploiter les ressources minérales de sa zone économique exclusive, ça aurait constitué un précédent. Et donc, nous sommes 2 députés à avoir mobilisé le Parlement européen. Et la rapporteure était du premier groupe, le PPE, le groupe de droite. Et je m'entendais très bien avec elle, mais on n'avait pas du tout la même position sur le sujet. J'ai réussi à l'amener je ne vais pas faire le détail de cette négociation, mais j'étais très, très fière parce qu'elle a fini par rejoindre mes positions. Je ne comprends toujours pas pourquoi, dans notre Assemblée nationale, on est l'un des rares États en Europe à ne pas travailler sur cette recherche du compromis. Et dans ce que j'entends, dans ce que vous me dites, il y a des idées assez radicales. Et les idées radicales, il en faut. Je peux vous dire qu'il en faut des idées radicales, parce qu'on a tous besoin de... C'est des aiguillons qui nous font bouger, mais il faut aussi des gens comme moi qui ont des idées peut-être un peu moins radicales, mais qui essaient de construire ensemble et avec, que d'essayer de s'opposer en permanence. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Allez, une Autre question de notre oui. auditoire distant, un certain Valla. L'une des principales avancées du combat pour la mer bien commun de l'humanité n'est-elle pas l'incarnation dans BBNJ d'une dimension qui avait été prévue par les pères fondateurs de la Convention du droit de la mer, mais qui n'avait jamais été mise en œuvre jusqu'à BBNJ et qui a été au centre des débats, la rétrocession aux pays en voie de développement d'une partie des produits de ressources, richesses tirées de la mer par les acteurs des pays évolués qui doivent désormais prévoir dans leur business plan économique cette rétrocession. N'est-ce pas là bien la confirmation concrète que la mer est un bien commun, la consécration d'une révolution ? En fait, il a tout dit. Hein ? Il a tout dit. Merci, Francis. Alors, il y a du décalage. Hein ? Moi, j'ai remarqué qu'il y avait du décalage. Il y a un gros décalage. Mais j'ai rien à rajouter. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Louis ou Eudes, sur... Mais oui, ça fait partie, effectivement, parce que c'est notre bien commun. On aurait bien aimé que le bien commun soit évoqué dans ce traité, mais on ne désespère pas parce que la notion est reprise à maintes reprises maintenant, notamment par notre ambassadeur Océan, Olivier Poivre d'Arvor, mais aussi à l'échelle internationale. Alors, Catherine, puisque tu me permets de compléter un tout petit peu, c'est effectivement une belle illustration du bien commun qui passe malheureusement par le patrimoine commun avec un risque de confusion entre les deux. Mais ça, c'est un débat d'experts qu'il ne faut pas qu'on ait ici. Mais ce que Francis dit est tout à fait vrai.
la redistribution, c'est l'image du bien commun et c'est un devoir moral que l'on a tous. Et tu le précises bien, en fait, notre notion, c'est une notion morale. Un immense merci, Francis, d'avoir éclairé notre bien commun comme ça. Autre question? Merci bien. Bonjour. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre intervention qui était immensément riche et pour votre vidéo qui était très percutante. Alors moi j'avais 2 questions, l'une concernant l'espace marin français et le deuxième concernant l'Europe. Bon, pour la première, vous y avez déjà un peu répondu à une précédente question. Elle concernait les enjeux que vous aimeriez soulever dans le cadre de l'espace marin français. Vous avez mentionné les territoires d'outre-mer, qu'ils devraient être davantage mis en avant. J'aimerais savoir si vous en avez d'autres en tête, davantage peut-être économiques, diplomatiques ou géostratégiques ou dans une autre dimension. La deuxième, concernant l'Union européenne, c'est pour savoir, à votre avis, quelles devraient être les initiatives prises par l'Union européenne concernant l'espace marin, son espace maritime. Quelle devrait être la deuxième, c'est... Répétez, pardon. Quelles initiatives devrait prendre l'Union européenne concernant l'espace maritime? En fait, c'est les 2 fois la même. C'est un peu, ça rejoint la première question. La première concerne surtout l'espace marin français. Alors, ce que je dis pour la France, je le dis aussi pour l'Europe, en fait. Hein, moi, il me semble, dans les idées, c'est pas moi du tout qui les portais. Il y a une chose qui s'appelle la planification des espaces maritimes. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit, il y a quelqu'un qui connaît pas mal ça, n'est-ce pas, Bruno, hein, c'était un peu ton sujet, la planification. En fin de compte, il nous faut, si on veut, on voit se développer de plus en plus d'activités en mer. Et moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on ait ce développement économique avec la mer. Mais il faut l'organiser. Et il faut l'organiser au moins à l'échelle de la zone économique exclusive, mais même, j'allais dire, il faut presque l'organiser à l'échelle de la planète, quoi, parce qu'il n'y a pas de frontières, mais au moins à l'échelle des zones économiques exclusives. Et moi, un des concepts qui m'a le plus... qui me parle le plus ces derniers mois, qui est un concept émergent d'économie bleue régénérative. En fait, depuis toujours, et c'était déjà la question qu'on se posait au Grenelle, c'est à la fois comment on a ce développement économique et comment, en même temps, non seulement on préserve l'océan, mais au-delà de ça, on ne se contente pas de le préserver. En fait, au regard des impacts qu'il a, il faut le régénérer. Et du coup, cette économie bleue qui met la régénération comme postulat, pour moi, ça changerait tout. Si on mettait je vous prends un exemple, si on mettait, à mon sens, dans les appels à projets des champs d'éoliennes offshore ou de toutes les infrastructures maritimes, y compris dans les ports, Christian, l'idée que le porteur de projet, que l'océan étant un bien commun, le porteur de projet doit contribuer aussi, doit faire en sorte non pas uniquement de limiter son impact, parce que quand vous portez un projet aujourd'hui, on vous demande de faire des études d'impact, et quand il y a des impacts, éventuellement, de les compenser, éventuellement, et des impacts environnementaux, mais aussi sociaux, économiques et sociaux. Et moi, je pense qu'il faut changer de paradigme et de dire qu'il faut mettre dans les cahiers des charges l'obligation de développer des projets qui travaillent, qui mettent en œuvre des solutions aussi de régénération en même temps qu'elles mettent en œuvre des solutions de développement. Et ça, aujourd'hui, il existe des... Moi, je suis beaucoup... Cette idée-là, elle est très incarnée par les travaux de 2 chercheurs qui sont Denis Lacroix et Sylvain Pioche sur les infrastructures maritimes à impact positif. Eux, au lieu de regarder une digue, au lieu de regarder un pied d'éolienne offshore comme un simple poteau ou comme un simple mur,
Ils travaillent sur les matériaux, sur la géométrie en fonction des espèces qu'ils peuvent... Vous avez vu dans le film, à un moment, c'est pas très clair, mais il y a une espèce de tonne. En fait, c'est une tonne qui est spécifique, c'est une tonne d'amarrage. Autrefois, on aurait mis un cube de béton, et là, il organise la géométrie pour favoriser l'effet récif, l'effet réserve. Et je pense que cette idée de développement et de régénérer, de croisement permanent entre le développement économique et la régénération, elle doit se décliner partout. La moitié, et Christian, tu me corriges si je dis des bêtises, du chiffre d'affaires lié à la mer sur le littoral, c'est le tourisme côtier qui le réalise. Or, on s'aperçoit que si on veut développer, inciter les gens à profiter de la mer, etc., on ne va pas envoyer les gens dans des espaces pollués. On a besoin d'avoir plutôt des espaces qui sont régénérés. Et en même temps, ces écosystèmes marins et côtiers, ils contribuent, pour nombre d'entre eux, à la séquestration du carbone. Ils ont à la protection des rivages, contre l'élévation ils rendent des services écosystémiques importants. En même temps, comme c'est des nurseries de poissons, ils permettent aussi aux communautés côtières de vivre. En même temps, ils permettent un développement économique. Et en fait, c'est toujours cette vision un peu systémique qui me paraît être à promouvoir partout. Et pourquoi je parlais de planification ? C'est qu'en fait... je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas très bien où en sont les travaux de planification, je dois vous dire que côté français, mais ce que j'essaie de promouvoir au niveau, et notamment dans notre pacte européen pour l'océan, j'ai réussi à faire inscrire l'économie bleue régénérative. Il y a des travaux de François Simard et Raphaël Algouvello sur l'économie régénérative. C'est très intéressant de les regarder. Je pense que ça répond à la question permanente qu'on se pose. À l'échelle internationale, il va falloir, maintenant qu'on a un traité sur la haute mer, eh bien, il va falloir le mettre en œuvre. Et dans la mise en œuvre, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet des ressources génétiques, mais il y a aussi le sujet de la création des aires marines protégées. Et parmi tous les projets en fin de compte, moi, mes idées ou les sujets que j'évoque là, c'est uniquement des rencontres, c'est uniquement des scientifiques que j'ai croisés ou des porteurs de projets qui m'ont montré des choses qui me semblaient très pertinentes. Et ces dernières années, il y a une autre idée que j'ai trouvée formidable, c'est l'idée d'une ceinture bleue autour de la Terre. Ça s'appelle la Blue Belt, et c'est une femme qui anime le réseau MEDPAN, qui est un réseau d'aires marines protégées en Méditerranée, qui anime l'idée, c'est d'avoir une animation des gestionnaires d'aires marines protégées à l'échelle internationale et de connecter toutes les aires marines protégées qu'on arrive à créer, qu'elles soient dans les zones économiques exclusives ou à l'extérieur, et d'avoir une espèce de ceinture autour de la Terre. J'aime bien, moi, ce concept de Blue Belt, voilà, dans lequel j'intégrerai volontiers. Aujourd'hui, la France fait partie des États qui essaient de promouvoir la création de nouvelles aires marines protégées autour de l'Antarctique. Et on n'y arrive pas parce que la Chine et la Russie s'y opposent depuis pas mal d'années. Et je pense que, à la fois dans la mise en œuvre du traité sur la haute mer et avec cette idée de Blue Belt, on pourrait finalement inciter ces États enfin la Russie, au moins la Chine, parce qu'il y a une espèce de continuité écologique. Et les scientifiques disent que c'est absolument essentiel. Il y aurait tellement d'autres sujets à évoquer pour répondre à votre question. Et tout ce que je dis à l'échelle nationale, moi je rêve que ça se passe à l'échelle européenne. C'est-à-dire que l'Europe, pour moi, et ça je le dis, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mon slogan de campagne en 2019, c'est « L'Europe renaîtra aussi de la mer ». Parce que je pense que si elle fait de la mer une priorité politique, si elle a une vraie stratégie, si elle relance sa construction navale, si elle développe ses ports, et la France, elle a un énorme enjeu de ce point de vue-là, si elle
continue à s'engager dans la connaissance de l'océan, etc., à l'observation satellitaire, etc. Si elle continue, mais elle est aussi un partenaire des pays du Sud. Pendant mon mandat européen, je siégeais dans 3 commissions, environnement, pêche, mais aussi développement. Et je me suis beaucoup intéressée aux enjeux maritimes dans le futur de la relation Afrique-Europe. Et je peux vous dire qu'avant que j'arrive au Parlement européen, on ne parlait jamais de mer dans cette commission développement, on ne parlait que de la terre. Sauf pour évoquer ce qu'on appelle les accords de pêche que nous avons avec les pays du Sud. Mais aujourd'hui, il y a un potentiel de développement et de partenariat avec l'Afrique ou avec tous les pays tiers qui est important, vraiment important. Et je pense que ça, la France, elle ne peut pas porter toute seule. Il y a des sujets, pour moi, qui doivent être portés à l'échelle européenne. En revanche, la France prend un leadership ces dernières années, a pris un leadership sur les enjeux maritimes qu'on attendait depuis longtemps. On l'espérait depuis le Grenelle de la mer. Et ça, je pense qu'il faut saluer à la fois le président de la République et notre ambassadeur Océan, parce qu'ils ont vraiment contribué à ça, notamment avec un sommet qui a lieu à Brest en 2022. Voilà, la réponse pourrait être longue. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, j'espère. Il va falloir malheureusement conclure, mais bon, rien ne vous empêche de venir voir Catherine Chabot juste après. Alors, avant je vous demande encore 3 petites minutes, parce que le président de l'Institut français de la mer va conclure, je voudrais apporter une information. Donc, notre prochain mardi de la mer, c'est dans 15 jours, le 21 octobre. Alors, contrairement au programme, ce ne sera pas l'ambassadrice du Panama en France qui est rappelée dans son pays, mais qui viendra le 17 février. Donc, par contre, Cyril Poirier-Coutancet, ça sera lui qui viendra dans 15 jours. Donc je vous rappelle, Cyril Poirier-Coutancet, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine et en plus professeur d'histoire maritime au L1 d'histoire-géographie de la Maison. Et il nous parlera de la géopolitique et la mer. Et j'insiste aussi sur l'autre mardi de la mer, le 18 novembre, puisqu'on parlait du ministre de la mer. C'est un ancien ministre de la mer, Hervé Berville, qui avait fait un tabac pas possible lorsqu'il était venu en tant que ministre il y a 2 ans, qui est toujours député de la Bretagne, qui vous parlera de sa nouvelle passion, mais complémentaire à celle de la mer. On ne quitte jamais la mer, c'est l'IA et la mer. Tu as parlé du secrétaire général de la mer, donc le général Ducept viendra, l'ambassadeur des océans aussi. Donc voilà, le programme ne fait que commencer. Avant de la conclusion, je voudrais remercier quand même la vice-présidente de l'Académie de Marine de sa présence, qui sera la première femme présidente de l'Académie de Marine l'année prochaine. Remercier également, il faut l'applaudir. Et remercier également donc Florence Smith, qui est inspectrice générale de l'éducation nationale en géographie. Voilà, l'œcuménisme maritime. Le mot de conclusion du président de l'IFM qui va remercier notre intervenante. Je voudrais simplement, au nom de tous, remercier Catherine de nous avoir expliqué et dit aussi clairement qu'on a tous un potentiel de dingue pour faire que la mer soit l'avenir de la Terre. Merci Catherine.